Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un sous-groupe distingué. Alors, il faut que vous sachiez ce que c'est qu'un groupe et ce que c'est qu'un sous-groupe. Voilà. Et puis, connaître quelques groupes élémentaires. Donc, pour pouvoir suivre les exemples, il faut que vous... Bon, Z+, c'est facile, il faut que vous connaissiez le groupe diédral. Donc, si vous avez envie de vous intéresser au groupe, ben, vous ne pouvez pas ne pas connaître le groupe diédral. Il est quand même très simple. Et voilà, connaître un peu ses éléments, ses sous-groupes élémentaires, comme le sous-groupe des rotations. Donc, dans le groupe diédral, il y a 4 symétries. Une, je montre avec le curseur horizontal, une à 45 degrés, une verticale et une à moins 45, si je peux dire. Voilà. Et puis, il y a une rotation. Donc, il faut savoir ce qui se passe quand on fait rotation en symétrie. Sinon, vous ne pourrez pas suivre les exemples. Et après, le groupe des permutations S3, bon ben voilà, il faut le connaître. Les axiomes, il faut les connaître aussi. Et donc, on va nous examiner la notion de quotient, qui est une notion d'abord ensembliste, facile à comprendre. Et puis ensuite, on va voir comment, sur un quotient, on peut mettre une loi. Et c'est là qu'interviendra la notion de sous-groupe distingué. Sous-groupe normal, hein, c'est la même chose, sous-groupe distingué ou sous-groupes normaux. C'est le même mot, terminologie, je sais pas, peut-être anglaise. Alors, classe et quotient. Donc, je prends H, un sous-groupe de G, et j'appelle G sur H les translations de H, c'est-à-dire les classes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une classe? Donc là, je voudrais vous expliquer ce que veut dire translation et ce que veut dire classe. Alors, si je prends G égale Z+, par exemple, je prends l'ensemble des multiples de 3. Donc 3Z. Hein. Donc ça, c'est un sous-groupe élémentaire de Z. Hein. C'est d'ailleurs le seul type de sous-groupe de Z. Les NZ. Alors une translation, c'est quand, ben, justement, on va expliquer le mot translation. Vous prenez ça et vous le décalez. Par exemple, vous faites plus 1 à tous les nombres. Donc moins 2, 1, 4. Voilà. Donc c'est les nombres congrus à 1 modulo 3. Voilà, 2 plus H, c'est les nombres congrus à 2 modulo 3. Alors 3 plus H égale 3. Donc là, j'explique simplement les classes. Après, on verra comment faire des opérations entre les classes. Et donc on remarque que 1 plus H c'est comme 4 plus H par exemple. Et du coup on remarque que deux translations, c'est-à-dire deux classes, sont soit disjointes soit confondues. Par exemple 3 plus H et 0 plus H, c'est-à-dire H sont confondus. De même 1 plus H et 4 plus H sont confondus. Mais 2 plus H et H sont disjoints. 2 plus H et 1 plus H sont disjoints. Il n'y a pas d'élément commun entre les deux. On démontrera tout ça après. Là j'essaie de vous faire montrer ça. Alors l'ensemble des translations c'est G sur H. Donc G sur H, combien ça possède d'éléments? Ben, il y a H lui-même, il y a la translation de 1, il y a la translation de 2, et puis c'est tout. Parce qu'après, si vous faites 3 plus H, ça retombe sur H. Donc G sur H contient 3 éléments. Ces 3 éléments forment une partition de G, puisque les classes sont soit disjointes, soit confondues, et puis que tout élément, il est bien dans une classe. Ça, on l'écrira formellement après. Voilà. Mais attention, G sur H, c'est un ensemble d'ensembles. G sur H, qu'on appelle donc l'ensemble quotient, contient des parties de H, des parties de G, pardon, des sous-ensembles de G. Voilà. Alors, l'histoire des représentants. Celle-ci, on peut l'appeler la classe de 1, mais on peut aussi l'appeler la classe de 4 ou la classe de moins 2. 1, 4, moins 2 sont des représentants de cette classe. Et donc, on note avec un point en général, que je n'ai pas sur ce logiciel, donc je mets une barre. Et donc, G sur H, c'est cet ensemble-là. Voilà. Et donc, comme ici c'est dit, chaque classe a plusieurs noms. Mais il faut bien se souvenir que classe de 1, c'est l'ensemble 1 plus H. C'est un ensemble. Les classes, ce sont des ensembles de nombres ici, en l'occurrence. Alors, regardons un deuxième exemple, avec D4. Donc, D4, on prend un sous-groupe qui est constitué de deux éléments tout simples. Donc ça, vous pouvez vérifier que c'est un sous-groupe. Hein. Donc ça, si vous êtes un peu à l'aise avec le groupe, c'est bon. Et sinon, ben, vérifiez que c'est un... Enfin, c'est évident que c'est un sous-groupe. Hein. C'est 0 carré fait I. Donc A0, c'est R2. Hein. C'est la symétrie de centre O. Alors, on devine qu'il va y avoir 4 classes ici. Donc ça aussi, on le dira en détail. Parce que les classes, on remarque qu'elles vont avoir le même élément. Alors, essayons. En fait, je vous ai toutes faites ici pour que vous compreniez ce que c'est qu'une classe. Donc j'ai fait la classe de I. C'est-à-dire I fois H. Donc j'applique I. Donc évidemment, ça fait H. Bon. La classe de R, c'est-à-dire je fais R rond tous les éléments de H. Donc R rond I, R rond A0. C'est ça la classe de R. Donc c'est la translation. Sauf que là, le mot est moins intuitif puisque c'est une composition en fait. Donc R rond S0, ben, c'est là qu'il faut que vous connaissiez le groupe d'IDA, ça fait R3, donc j'obtiens ça. Voilà. Du coup, la classe de R, c'est comme la classe de R3. Vous voyez, si je fais la classe de R3 ici, ben R3 rond I, ça fait R3, R3 rond S0, ça fait R.
Donc la classe de R et la classe de R3 sont les mêmes. Et ainsi de suite, donc là je vous invite à vraiment refaire tous les calculs à la main. C'est-à-dire ça, si vous découvrez ça, il faut savoir le faire à la main, il n'y a pas de doute. Et donc on trouve 4 classes, puisque en fait ces 8 classes-là sont soit disjointes, soit confondues, donc elles sont confondues 2 à 2. Et donc on trouve 8 classes, 4 classes qu'on peut noter comme ça. Par exemple celle-ci, là je peux l'appeler classe de RS. Je pourrais l'appeler classe de R3S, mais les mathématiciens étant des feignants, on va l'appeler classe de RS. Donc voilà. Bon, mais continuons maintenant avec un autre groupe, donc S3, hein, j'ai fait un petit rappel de S3. Et du coup, je prends ce sous-groupe-là, donc c'est clairement un sous-groupe, hein, il est comme tout à l'heure, l'identité est S0, hein, il est isomorphe à Z sur 2Z. Bon, alors, 3 fois 2, 6, on se doute que G sur H va avoir 3 éléments, et puis on les calcule par exemple ici, je fais la classe de taux 1, 3, taux 1, 3 rang H, c'est-à-dire taux 1, 3 rend tous les éléments de H, donc taux 1, 3 rang 8, ben, ça fait taux 1, 3, et taux 1, 3 rend taux 1, 2, ça fait 1, 2, 3. Ça aussi, c'est le genre de calcul que vous devez savoir faire à la main. Vous faites taux 1, 3 rond taux 1, 2, puis vous vérifiez hein, ce que ça fait. On n'est pas là en train de découvrir S3, on est en train de l'utiliser, donc je ne détaille pas. Et de ce fait, on obtient 3 classes qui sont celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors je peux leur donner un nom. Encore une fois, on va à l'économie, donc on donne le nom le plus simple à chaque fois. Donc voilà, on a eu 3 groupes, avec chacun un sous-groupe qu'on a choisi pour l'exemple, et le quotient. Alors, maintenant, on va expliquer cette histoire de partition. Du coup, cette notation-là, c'est une notation standard dans le groupe, ça veut dire H sous-groupe au sens large. Hein, et si on mettait strictement inférieur, ça serait H sous-groupe au sens strict, c'est-à-dire non égal à G tout entier. Voilà. Alors les éléments de G sur H, qui sont donc des sous-ensembles de G, forment une partition. Alors on va le démontrer de 2 manières, parce que c'est intéressant de comprendre. Alors, il suffit de montrer que 2 classes sont disjointes, soit confondues. Pourquoi il suffit de montrer ça? Parce que une partition, c'est un ensemble de parties de G, c'est-à-dire de sous-ensembles de G, qui sont disjoints et qui recouvrent G tout entier. Alors, il suffit de vérifier ça parce que le fait que ça recouvre G tout entier est évident, on l'a déjà dit. Parce que si vous prenez un élément petit g, alors il suffit, car si G appartient à G, alors G appartient à GH, puisque H contient le neutre. Du coup, il y a bien une classe qui contient G. Voilà. Et donc, il suffit de montrer maintenant que les classes sont soit disjointes, soit confondues. Alors, prenons 2 classes comme ça, XH et YH, et puis on va supposer qu'elles ont un élément commun. Donc, c'est impossible qu'elles aient un élément commun, sauf si elles sont confondues. Donc, on va montrer que si elles ont un élément commun, elles sont confondues. Donc, je traduis ce que ça veut dire. Z appartient à XH, ça veut dire que Z est égal à X fois un petit h. Z appartient à YH, ça veut dire que Z est égal à Y fois un petit h'. Bon. Alors du coup, je garde cette égalité entre les deux. Et je vais dire que XH égale YH', je fais multiplier par Y moins 1 à gauche, hein, de chaque côté. Ça me fait ça. Or H', H moins 1 appartient à H, puisque justement H est un sous-groupe. C'est même la définition de ce groupe, hein, de la stabilité à la fois par produit et par inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, Y moins 1x appartient à grand H. Ça veut donc dire que y moins 1x est égal à un élément, un petit h seconde, mettons. Et donc, si je multiplie par y à gauche, ça veut dire que x est égal à y fois ce petit h seconde. Donc, x appartient à yh. Bon, xh est inclus dans yh, parce que xh, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent x fois petit h. Or, x s'écrit y fois un élément de h, mettons h tierce. Et donc, si vous faites YH tierce fois un élément de H, ça fait toujours Y fois un élément de H. Voilà. Et par symétrie en X et Y qui joue le même rôle dans ce problème, vous avez donc l'égalité des classes. Donc on a démontré que les classes sont soit disjointes, soit confondues. Mais il y a une démonstration plus subtile parce qu'on voit que ça repose sur un concept plus général. Alors on va dire que ça, définit une relation d'équivalence. Vous voyez que ça ne sort pas de nulle part. Hein. On l'a retrouvé ici tout à l'heure. Donc ça, c'est défini une relation d'équivalence. Elle est réflexive, ça veut dire que xx-1 doit toujours être dans H. C'est vrai parce que H est un groupe, donc contient l'élément neutre. H est stable par inverse, ça implique qu'elle est symétrique, parce que symétrique, ça voudrait dire que dès lors que xy-1 appartient à H, alors yx-1 appartient à H. Or, yx-1, c'est l'inverse de xy-1. Le fait que H soit stable par inverse implique que R est symétrique. Et maintenant, elle est transitive, parce que si vous avez xy-1 qui est dans H, si vous avez x, y-1 appartient à h,
Et si vous avez y, z-1 appartient à h, alors leur produit appartient à h, par stabilité de h par produit. Et leur produit, je ne mets pas de parenthèse parce que la loi est toujours associative dans un groupe, hein, appartient à h. Or ça, ben, vous voyez que les y-1, y s'éliminent. En fait, je mets des parenthèses où je veux. Et donc on voit que x et z-1 appartient à h, c'est transitif, voilà. Alors donc, dès que h est un sous-groupe, R est une relation d'équivalence. Et ça, on sait que les relations d'équivalence, les classes d'équivalence forment une partition. Donc là, on a montré que les éléments de G sur H forment une partition de G. Que classe peut être bien définie par l'un de ses représentants. Un élément petit x de G, il est dans une classe et une seule, même si cette classe peut être nommée de plusieurs manières. Mais quand vous dites classe de x, eh bien, c'est l'un des éléments de G sur H. X, il n'est pas dans deux classes, il est dans une seule classe. Donc vous pouvez appeler cette classe de x si vous connaissez un élément petit x de cette classe. Voilà. Alors maintenant qu'on a ça, eh bien, on voudrait mettre une loi sur G sur H. Alors, ce que je vous propose avant d'entrer dans la définition de sous-groupe distingué, c'est de voir que ça ne marche pas. Parce que c'est bien de se dire un sous-groupe distingué, ça marche, mais c'est bien de constater sur le terrain, entre guillemets, que ça ne marche pas. Donc je fais un rappel sur les exemples qu'on a vus tout à l'heure, et on va essayer de mettre une loi. Donc ici, je veux définir un plus 1 comme la classe de 2, donc ça c'est assez normal. Et ça, je vous invite à bien comprendre pourquoi. Donc classe de 1, c'est 1 plus 3z, c'est une partie de z. Et quand je l'ajoute, en fait, j'ajoute deux ensembles, ça. Donc je combine tous les éléments possibles, c'est-à-dire j'essaie de faire l'addition avec chacun des représentants. Moins 2, ça fait moins 4. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Moins 2 plus 4, ça fait 2. Vous essayez toutes les combinaisons possibles, vous avez même 4 plus 4, 8, mais évidemment, comme il y a des pointillés, c'est infini. Et ça, c'est bien classe de 2. Et quel que soit le représentant choisi à gauche et à droite, vous obtenez toujours un représentant de classe de 2. Du coup, il semblerait ici que 1 plus 1 en classe, c'est bien défini comme étant classe de 2. Ce qui va nous donner la structure de z sur 3z+. Alors vérifions si ça marche aussi pour les autres. Alors pour le deuxième, ici. Donc vous avez G sur H qui est cet ensemble de classes. Alors, prenons deux éléments au pif, comme ça, R et S. Essayons de définir une loi. Donc j'appelle multiplier la loi, dont j'ignore si elle est encore valide, hein, une loi entre les classes, c'est-à-dire entre les ensembles, comme on a vu là. Alors essayons de faire classe de R fois classe de S. Donc je vous ai tous fait à la main ici. J'ai rappelé toutes les classes ici. Et maintenant je vais faire classe de R fois classe de S, c'est-à-dire ce sous-ensemble fois ce sous-ensemble. Et je m'attends à ce que, quel que soit le représentant que je prends là, multiplié par quel que soit le représentant que je prends là, ça fera le représentant d'une même classe. Alors essayons. Si je fais R3 et S, eh bien on a vu que R3 et S, combinés, ils donnent... ils sont dans la même classe que RS. Bon. Si je prends R3 et R2S, ça fait un élément qui est... Et quel que soit le représentant que vous choisissez à gauche et quel que soit le représentant que vous choisissez à droite, vous obtenez toujours, en termes de classe, la classe RS. Du coup, vous pouvez écrire que classe de R fois classe de S, vous le définissez comme étant classe de RS. Voilà, si vous avez bien compris cette histoire, vous comprenez pourquoi c'est pas si évident cette formule-là. Et vous allez voir dans le prochain exemple qu'elle ne marche pas toujours. Donc là, on va imaginer que ça marche dans tous les éléments de D4 et on va voir dans le paragraphe suivant quand on va démontrer pourquoi c'est vrai. Voilà. Et donc, c'est pas anodin du tout, hein, ça, parce qu'on est en train de définir une loi sur des parties de G, en fait. Alors, voyons l'exemple suivant. Donc ici, je vous ai rappelé toutes les classes, là, bien détaillées. Et on va essayer de définir un produit, par exemple, cette classe fois cette classe. Ok. Donc cette classe fois cette classe, ça veut dire cet ensemble fois cet ensemble. Alors je prends un représentant d'L fois un représentant d'L. Taux 1 de 3 fois taux de 3. Je fais mon calcul. Donc ça, je vous invite à le faire à la main. Je vous invite à faire pause et à refaire tout ça à la main, chaque calcul, paragraphe par paragraphe. J'obtiens un 3,2. Ah ben un 3,2, c'est dans la classe de taux de 3. Maintenant, je prends par exemple celui-là et celui-là. Ah ben j'obtiens l'identité. Ah ben ça, c'est pas dans la même classe. Bon, etc. Vous pouvez refaire. Et donc, vous apercevez que si vous voulez définir cette classe fois celle-là, suivant le représentant que vous choisissez dans cette classe et dans l'autre, vous n'obtenez pas la même chose. Donc, vous ne pouvez pas définir ça, ça n'a pas de sens. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi ça ne marche pas, alors que tout à l'heure, ça marchait. Quand on a fait les deux autres exemples, ça marchait très bien. On est donc centré sur cette formule, et on est en train de demander
pourquoi elle a marché dans le A et dans le B et pourquoi pas dans le C. Alors on va introduire la notion de sous-groupe distingué. Bon, alors, un sous-groupe distingué, c'est quand... un sous-groupe est dit distingué quand les classes à gauche sont égales aux classes à droite. Alors jusque-là, on n'a jamais différencié les classes à gauche des classes à droite. Vous voyez, ici par exemple, si je reviens sur les classes que nous avons trouvées, par exemple, là j'ai fait que les classes à gauche, c'est-à-dire que j'ai fait un élément rond H tout entier. Et donc j'ai fait cet élément à gauche rond le premier élément de H, cet élément rond le second élément de H. En fait, sans le dire, j'ai fait les classes à gauche. Mais il n'y a aucune raison que les classes à droite soient les mêmes. Et c'est ce qu'on va voir justement. Et donc, avant de le voir sur les exemples, on va introduire le fait que lorsque les classes à gauche sont égales aux classes à droite, on dit qu'on a un sous-groupe distingué. Alors, avant de regarder la théorie, je vous propose tout de suite de regarder les classes à gauche et les classes à droite. Donc, pour le premier élément, Z, eh bien, quand vous faites x plus 3z ou 3z plus x, c'est pareil parce que de toute façon, c'est un groupe commutatif. Donc, si vous prenez votre classe 3z, là, vous vous rappelez, c'est cet ensemble de tous les nombres congrus à 0 modulo 3, et vous ajoutez 1, par exemple, faire la classe de 1, par la gauche ou par la droite, ça fait pareil. Bon. Alors ici, c'est pas commutatif, donc ça pourrait ne pas être pareil. Alors regardons, donc là j'ai des classes à gauche, et là j'ai des classes à droite. Donc regardons par exemple la classe de R, pour se faire une idée. Bon. Alors la classe de R, donc la classe de R, on l'a déjà calculée, elle est égale à ça. Maintenant, c'était la classe à gauche, faisons la classe à droite. Donc on rappelle que H, c'est égal à l'identité, et à S0, c'est-à-dire la symétrie de centre O. Alors si je fais HR, ça va vouloir me dire que ça fait l'identité rond R, virgule S0 rond R. Mais ce qu'il y a, c'est que en fait, S0 il commute avec tout le monde. Vous voyez? Et donc c'est même pas la peine de finir le calcul. S0 il commute avec tout le monde, IS0 c'est inclus dans le centre. Et donc, si vous faites les classes à gauche ou à droite, ça va faire la même chose, parce que S0 rond R, c'est pareil que R rond S0. Et idem pour S0 rond n'importe quoi. S0 rond X, c'est comme X rond S0 dans le groupe diédral, parce qu'S0 commute avec tout le monde. De ce fait, les classes à gauche sont comme les classes à droite. Alors ici, on va voir que les classes à gauche ne sont pas comme les classes à droite. Par exemple, si je fais la classe de taux 1, 3, donc on a vu que c'était égal à ça. Parce que si je fais taux 1, 3 par la gauche, taux 1, 3 rond vide, ça fait taux 1, 3. Taux 1, 3 rond taux 1, 2, ça fait 1, 2, 3. Mais si vous faites à droite, mettons vous faites H rond taux 1, 3. H rond taux 1, 3, ça va faire identité rond taux 1, 3. Et là, ça va faire taux 1, 2 rond taux 1, 3. Mais taux 1, 2 rond taux 1, 3, ça fait quoi? Ben, taux 1, 2 rond taux 1, 3, ben faisons-le. 1 donne 3. 3 donne 2. Et 2 donne 1, ça fait 1, 3, 2. Ah ben voilà. Vous voyez que la classe à gauche ou à droite de taux 1, 3 n'est pas la même. La classe à gauche de taux 1, 3 et la classe à droite de taux 1, 3 n'est pas la même. Donc c'est pas la peine de continuer. Pour qu'un sous-groupe soit distingué, il faut que toutes les classes à gauche et à droite soient égales. Mais alors pourquoi c'est important que les classes à gauche? Parce que nous, on n'a jamais parlé de classes à gauche ou à droite. Alors voilà la théorie. Si les classes à gauche sont les classes à droite, et si on veut définir, vous vous rappelez de ce symbole multiplié qui désigne une loi non encore bien établie entre les classes. Alors on veut écrire ça, très bien, mais comme le produit est associatif, on peut écrire ça. Parce que je rappelle que, bien qu'on manipule des grandes tâches, ça c'est l'ensemble des x fois petit h, et ça c'est l'ensemble des y fois petit h', mettons. Et donc cet ensemble-là, on s'attend à ce que ce soit l'ensemble des éléments qui s'écrivent comme ça. X fois petit h fois y fois petit h'. Bon. Mais alors, comme le groupe est distingué, comme le sous-groupe est distingué, je rappelle ici, les classes à gauche sont égales aux classes à droite. Donc c'est vrai pour x, c'est vrai pour y, puisque c'est vrai pour tout x. Et bien ce hy-là, on peut l'écrire yh. Voilà, ça c'est parce qu'il est distingué. Donc j'ai mis en bleu ce qui provient du fait que c'est distingué. Et après je reviens à l'associativité. Donc ça c'est l'ensemble des x fois y fois h'. Donc c'est l'ensemble des xy fois h'. Voilà. Et donc du coup, ça c'est la classe de xy, parce que h fois h c'est h.
Et donc, on a montré que puisque c'était distingué, grâce à cette astuce d'interversion au milieu de l'associativité, on peut définir la classe de XY. Alors pourquoi h fois h égale h? Ça, il suffit d'écrire, parce qu'en fait, h fois h, c'est l'ensemble des éléments de G qui s'écrivent un élément de h fois un autre élément de h. Mais un élément de h fois un autre élément de h, c'est forcément un élément de h, puisque h étant un sous-groupe est stable par multiplication. Mais quand vous faites un élément de h fois un autre élément de h, vous pouvez obtenir tous les éléments de h. Il suffit pour lui de prendre le neutre. C'est pour ça que grand h fois grand h égale petit h. Voilà. Alors vous pouvez vous en convaincre ici en faisant 3z plus 3z, ça fait 3z. Puisque si vous essayez de faire toutes les additions possibles, vous obtenez 3z. Voilà. Alors c'est vrai que ce h fois h, on peut toujours le définir en fait. Il est défini parce que h est un sous-groupe, avec ce qu'on vient de dire. Mais c'est pour définir les classes qu'on a besoin que ce soit distingué. Et vous avez pu constater sur le groupe symétrique S3 que si on prend un sous-groupe mal choisi, c'est-à-dire non distingué, on ne peut pas intervertir les classes, du coup on ne peut pas faire cette pirouette-là, c'est pour ça que ça ne marche pas. Alors maintenant, on va donner une autre définition d'un sous-groupe distingué, parce que si on multiplie par x moins 1 à droite, on obtient ça. Donc A et B, c'est évident en fait. Et le B et le C, c'est évident aussi. Alors pourquoi c'est évident? Parce que, si vous voulez, x h x moins 1, c'est la translation à gauche de h. Alors, je répète, c'est la translation à gauche par x de la translation à droite par x moins 1 de h. Or, une translation à gauche et une translation à droite conservent le même nombre d'éléments. Ça veut dire qu'en fait, x h x moins 1 a toujours le même nombre d'éléments que grand h. Donc, dire que c'est inclus dans h, c'est dire que c'est égal à h, parce qu'ils ont le même cardinal. Alors, du coup, je l'explique mieux ici, parce qu'en fait, la translation, c'est-à-dire le fait de multiplier un élément par G étant fixé à l'avance, elle est injective. Et quand vous avez une application injective, elle conserve le cardinal. C'est-à-dire si vous êtes sur un ensemble fini grand X, si f est injectif, et si grand A est une partie de grand X, f de grand A, il y a autant d'éléments que f dès lors que f est injectif. L'injectivité vous assure que vous n'avez pas deux éléments qui envoient sur le même. Du coup, l'image a le même nombre d'éléments que le départ. Voilà. Alors ensuite, un automorphisme intérieur, c'est un truc qui a un élément G associe X, G, X moins 1. Ça, c'est l'automorphisme intérieur défini par X. Voilà. Donc ça, c'est les automorphismes intérieurs. On pourrait l'appeler celui-là sigma X. Alors, c'est des morphismes. Ça, c'est facile à vérifier. Vous pouvez vous entraîner à le vérifier. C'est auto, ça veut dire que c'est un morphisme de G dans G lui-même. Auto, ça veut dire endomorphisme bijectif. Et c'est bijectif parce que l'inverse de cet endomorphisme est très simple à établir. La réciproque, l'application réciproque de sigma x, c'est sigma x moins 1, c'est très facile à voir. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un automorphisme. Et on l'appelle intérieur parce qu'on l'appelle intérieur. Voilà. Alors du coup, maintenant, si h est distingué, donc il y a cette notation là avec un petit triangle. Si h est distingué, on peut définir la loi comme ça. Voilà. Alors aussi, comme toutes les classes, si G est fini, comme toutes les classes sont même cardinales, ça c'est le nombre de classes, ça c'est le cardinal d'une classe, ça fait le cardinal de G. Voilà. Sauf que si H est distingué, ceci n'est plus qu'un simple ensemble, mais c'est un groupe. Et le cardinal d'un groupe, ça s'appelle l'ordre, et on utilise la notation valeur absolue pour désigner ça. Voilà. Alors revenons sur nos trois exemples. Donc dans le premier, ici, si on fait x, h, x moins 1, évidemment, ici en fait c'est la loi plus. C'est la loi plus, donc en fait, comme c'est la loi plus, on devrait dire x plus h plus. Et quand on est en loi plus, on écrit moins x. Donc ça, comme c'est commutatif, ça fait x plus moins x plus h, donc ça fait h. Donc dans un sous-groupe distingué, dans un groupe commutatif, tous les sous-groupes sont distingués. Voilà. Alors ici, on n'est pas commutatif, donc regardons, on l'a déjà vérifié. Si vous voulez, pour montrer qu'un groupe est distingué, vous choisissez soit la A, soit la C par exemple. Bon. Mais là, comme on découvre, on va faire les deux, donc on a déjà fait la A. Donc on fait tous les automorphismes intérieurs, donc il y en a 8, puisqu'il y en a un pour chaque élément. Donc regardons par exemple R, H, R-1. Alors R, H, R-1, je fais R rond tous les éléments rond R-1 qui est R3. Donc R rond I rond R3, ça fait I.
R rang R3, ça fait R5, ça fait R. R rang SO rang R3, SO c'est R2, et ainsi de suite. Donc vous avez du coup que l'automorphisme intérieur désigné par sigma R, et bien, il conserve H, et vous pouvez faire tous les faire, et ça marche. Voilà. Alors, maintenant, grâce à cette équation en classe, la première ici, on sait toujours que pour avoir l'ordre de G sur H, on fait l'ordre de G divisé par l'ordre de H. Donc là, on sait que G sur H aura 4 éléments. Alors maintenant, on va faire la loi. Et donc, dans cette loi, vous avez que, eh bien, R bar rang R bar, ça fait R rang R bar. Or, R rang R, c'est R2, c'est S0. S0, c'est dans la même classe que I. J'espère que je ne vous ai pas perdu en disant tout ça. Voilà. Ensuite, S bar fois S bar, c'est la classe de S rang S. S rang S, c'est l'identité, parce que les symétries sont évolutives. Et donc, ça vous fait l'identité. Et pareil pour ici, parce que RS, c'est une symétrie aussi. Si S, c'est la symétrie d'axe horizontal, ben RS, ça va être la suivante. Et donc, R étant pi sur 2, ça va être une symétrie d'axe incliné de pi sur 4 par rapport à la première, soit comme ça, soit comme ça. C'est une symétrie. Et donc là, ça nous fait aussi classe de I. Donc vous avez un groupe à 4 éléments, dont tous les éléments sont d'ordre 1 pour l'identité, et 2 ici, puisque leur carré fait l'identité. Alors comme il n'existe que 2 sous-groupes à 4 éléments, il y a Z sur 4Z, et le groupe de Klein, Z sur 2Z au carré, ben clairement là c'est le groupe de Klein. Donc vous avez ce quotient qui est isomorphe au groupe de Klein. Et donc résultat joli, votre premier groupe quotient. Voilà. Alors ici, ben, c'est le vilain petit canard, lui ça ne marche pas, les groupes quotients, il suffit on l'a déjà prouvé avec l'item A. Donc voyez, en l'item C, vous faites ça, ben, une transposition son inverse c'est elle-même, et puis vous essayez, bon, taux 1, 3, rang 8, rang taux 1, 3, ça fait l'identité, mais taux 1, 3, rang taux 1, 2, rang taux 1, 3, bon, vous savez que ça va faire un élément de signature impair, en l'occurrence ça fait la transposition 2, 3. Or, si c'était un sous-groupe distingué, il devrait être stable par automorphisme intérieur, et ceci devrait générer l'ensemble H lui-même, comme on l'a vu précédemment. Voilà, donc G sur H, on ne peut pas mettre de loi de groupe. Alors maintenant, vous avez des sous-groupes distingués particuliers généraux. Alors c'est un peu bizarre, particuliers généraux, ça veut dire, c'est des sous-groupes distingués particuliers parce qu'on les trouve d'une manière particulière, mais généraux parce que dans tous les groupes on les trouve. Alors, soit G est non commutatif, parce que s'il est commutatif, vous allez voir que c'est trivial. Le centre, c'est l'ensemble des éléments qui commutent avec tout le monde. Le centre, vous avez déjà vu, le centre d'un élément. Donc le centre Z, c'est l'ensemble des X appartenant à G, tel que quel que soit G appartenant à G, et bien XG égale GX. Donc vous avez toujours E dans le centre. Bon. Alors il est distingué parce que quand vous faites l'image de Z par un automorphisme intérieur, c'est l'ensemble de ça, mais comme Z est dans le centre, ben, par définition du centre, il commute, et donc vous obtenez Z finalement. Voilà. Et du coup, ben, par définition presque, le centre, il est stable par tout automorphisme intérieur. Donc, si on vous donne un groupe et on vous dit pouvez-vous donner un groupe distingué, ben, vous pouvez trouver le centre et espérer qu'il ne soit pas réduit, évidemment, au neutre, parce que, évidemment, s'il est réduit au neutre, bon, ben, c'est pas intéressant. Alors, ce groupe dérivé, donc, attention, j'ai mis les cotes, là, il est engendré par les commutateurs. Donc, les commutateurs, c'est des trucs qui s'écrivent comme ça. Donc, on les appelle commutateurs parce que si vous faites ça fois YX, ça fait XY, donc il permet de passer de YX à XY. Bon. Alors maintenant, il faut prouver que le groupe est distingué. Bon, alors, prenons un commutateur déjà tout seul. Parce que D, il est engendré par les commutateurs. Donc l'inverse d'un commutateur, c'est clairement un commutateur. Donc il suffit de dire que le groupe dérivé, c'est l'ensemble des produits de commutateurs. Voilà. Je ne connais pas d'exemple concret de groupe où le produit des commutateurs, je veux dire, où l'ensemble des commutateurs n'est pas un groupe, où on est obligé de faire les produits. J'en connais pas concrètement, mais je ne sais pas montrer. Je ne crois pas qu'on puisse dire que l'ensemble des commutateurs forment un groupe, il n'y a aucune raison. Donc il doit y avoir des contre-exemples. Alors maintenant je prends un commutateur tout seul, comme ça, et je vais faire son image par un automorphisme intérieur. Et je montre que c'est un commutateur aussi. Alors ça c'est une pirouette de calcul. Vous injectez du U-1U à tour de bras. Voilà. Et
vous obtenez que c'est un commutateur. Alors maintenant, si vous prenez un produit de commutateur, ben, vous injectez du U-1 U à tour de bras, et vous obtenez aussi que c'est un produit de commutateur, puisque lui, on a vu que c'est un commutateur d'après la pirouette qui précède. Voilà. Du coup, le groupe dérivé, c'est un sous-groupe distingué, c'est intéressant, et vous pouvez aller voir dans la vidéo sur les sous-groupes de S4 comment on trouve le groupe dérivé de SK. Donc, évidemment, on ne peut pas faire tous les éléments, mais on fait par type. Voilà. Et le noyau d'automorphisme est distingué. Alors pourquoi preuve, donc soit X appartenant à G, soit Y appartenant à ker F. Alors on veut savoir si X, Y, X-1 est dans ker F. Hein. Ker F stable par automorphisme intérieur, on veut savoir si ça c'est dans ker F. Alors pour savoir si c'est dans ker F, eh ben, vous prenez la définition de ker F, c'est-à-dire vous prenez F de ça, et vous regardez à quoi c'est égal. Mais F, c'est un morphisme. Donc ça vous fait F de X fois F de Y fois F de X-1. Mais Y étant dans ker F, bah F de Y, c'est le neutre. Alors je l'appelle le prime, parce que c'est le neutre de G'. Voilà. Parce que ces trois éléments que je viens de multiplier sont dans G'. C'est pour la loi de G', qui n'est pas du tout forcément la même loi que G. On peut faire des morphismes justement entre des groupes de lois très différentes. Alors j'ai mis le même point. Bon, voilà. Alors, du coup, ben, ça fait F de X fois F de X-1. Et bien du coup, comme c'est un morphisme, ça fait F de X, X-1. Et bien ça, vous comprenez tout de suite ce que ça fait. Hein. Ça fait F de E cette fois-ci, et F de E, ça fait E'. Et donc, ça prouve que X, Y, X-1 appartient à ker F. Voilà. Voilà. Donc par exemple, quand vous avez le groupe symétrique, et ben, vous avez le groupe alterné qui est le noyau des morphismes signature. Et vous avez tout de suite un sous-groupe distingué, le groupe alterné. Vous avez immédiatement qu'il est distingué dans le groupe symétrique. Voilà. Alors on va regarder ça sur quelques cas particuliers. Donc dans S3, le centre, c'est l'identité. Bon, ça c'est facile à montrer en fait, hein, parce que si vous prenez une transposition, ben, elle ne commute pas avec 3 cycles. Par exemple, la transposition taux 1, 2 ne commute pas avec le cycle 1, 2, 3. De ce fait, vous n'aurez aucune transposition dans le centre et aucun 3 cycles. Du coup, il ne reste plus que l'identité. Bon, alors maintenant, pour les commutateurs, ben, vous essayez ici, hein, avec 2 transpositions. Vous regardez ce que ça donne. De toute façon, quand vous prenez un commutateur dans S3, c'est forcément de signature positive. Donc ça sera soit C, soit C2. Donc il suffit que vous essayiez, vous prenez X égale taux 1, 2, Y égale taux 1, 3, et vous obtenez la première, et puis vous intervertissez X, Y, vous obtenez la seconde. Et puis de toute façon, à partir du moment où vous obtenez l'un des 3 cycles, vu qu'après vous devez faire le sous-groupe engendré par ça, ben, vous avez forcément C2. Voilà, et comme vous n'avez que des trucs à signature positive, ben c'est ça. Donc ça, c'est le groupe dérivé. Donc ça, c'est l'ensemble des commutateurs. Donc le groupe dérivé, c'est la même chose, hein, c'est lui. Voilà. Alors maintenant, du coup, on peut quotienter. Donc S3 par Z, ben, c'est pas d'intérêt, ça fait S3. Hein. Et S3 par D, ça fait ça. Alors 6 éléments quotientés par 3, ça fait un truc à 2 éléments. Donc c'est voilà, c'est 7 sur 2Z plus ou moins 1 fois. On peut remarquer aussi que le groupe dérivé ici, c'est A3, hein, c'est le noyau de la signature. Voilà. Et donc, les deux classes d'équivalence, ben, c'est les permutations de signature négative et les permutations de signature positive. Et vous savez que quand vous faites une permutation négative rond une permutation négative, peu importe le représentant que vous prenez dans la classe des permutations négatives et idem après dans la classe aussi des permutations négatives, à la fin, ça fait une permutation positive. Vous voyez que là, vous avez multiplié 2 classes. Quand vous dites une permutation négative rend une permutation négative égale une permutation positive, vous êtes en train de dire que moins 1 fois moins 1 égale 1, avec l'isomorphisme, et vous êtes en train de dire que eh ben, la classe des permutations négatives fois, le fois étant la structure, la loi multiplicative que je mets sur le quotient, fois la classe des permutations négatives, égale la classe des permutations positives. Voilà. Alors après... oui, ben voilà, si je quotiente, j'obtiens ça. Alors maintenant, dans D4, donc ça fait un groupe à 4 éléments. On a vu hein, le quotient de G par Z. Ça, on l'a déjà fait, hein, le quotient de G par Z. Alors voyons le centre, on trouve pareil. Alors le centre, on trouve pareil, pardon, le groupe dérivé, on trouve pareil.
les commutateurs forment eux-mêmes déjà un sous-groupe, on n'est pas obligé de multiplier entre eux. Alors pourquoi si vous faites x et y parmi ces 4 éléments, déjà vous obtenez l'identité, parce que ça fait un sous-groupe commutatif. Et ensuite, si vous faites deux symétries, ici, ça vous fait une rotation, rend une rotation. Et en regardant bien les angles, vous trouvez donc, si vous prenez deux symétries qui se suivent, ou si vous prenez deux symétries qui ne se suivent pas, si vous prenez S1 et S3 qui sont dans les axes sont à pi sur 2 par exemple, et bien S1 rend S3, ça va faire S0. S0, voilà, vous trouvez l'identité. Et si vous faites deux symétries qui se suivent, S1 rend S2, ça va faire R. Et donc là, vous avez, vous regardez ce que ça donne. Hein, là, vous aurez sûrement quelque chose comme R rond R, ou qui fait R2, ou R rond R3. Et dans tous les cas, vous trouvez que le groupe dérivé, c'est ça. Voilà. Alors maintenant, si vous faites D4 sur Z de D4, ou D4 sur D de D4, hein, c'est pareil. Vu que le centre est à 2 éléments, vous obtiendrez un ensemble à 4 éléments, et ça on a déjà vu que c'était isomorphe au groupe de Klein. Bon, alors après vous avez celui-là aussi, le groupe quaternionique, donc celui-là il faudrait que vous le connaissiez. Donc en fait il est beaucoup plus simple à comprendre que le groupe d'Edal dans l'idée où vous ne l'auriez jamais vu avant, c'est-à-dire vous généralisez les complexes, i carré égale moins 1, j carré égale moins 1, k carré égale moins 1, ij égale k, et ji égale moins 1. Moins k. Jk égale i, kj égale moins i, ki égale j, ik égale moins j. Voilà, donc voilà. Et donc c'est pas commutatif, puisque ij n'est pas égal à j. Donc i n'est pas dans le centre, puisqu'il ne commute pas en particulier avec j. J non plus, k non plus. La seule chose dans le centre, c'est ça. Voilà. Et c'est aussi le groupe dérivé. Parce qu'en fait, ici, par exemple, si vous prenez x, eh bien, l'inverse de x, ça va être, de i, ça va faire moins i. Puisqu'il fait moins i, ça fait 1. Vous le savez si vous avez fait des complexes. Du coup, ça revient à faire xy fois xy. Donc ça veut dire vous faites xy et vous mettez au carré. Or, quand vous prenez n'importe quel élément de toute façon et que vous le mettez au carré, ça fait soit moins 1, soit 1. Et du coup, c'est pour ça que le groupe dérivé, c'est moins 1. Voilà. Alors, il a 8 éléments. Si vous conscientez par un truc à 2 éléments, vous obtenez quelque chose à 4 éléments, que j'ai noté comme ça. Vous voyez la classe de petit i, par exemple, je l'ai appelé grand i. Donc il n'a rien à voir avec le grand i tout à l'heure du groupe d'Hydral. La classe de petit i, elle contient plus ou moins i, puisqu'on quotiente par plus ou moins 1. Donc en fait, le centre, c'est l'ensemble moins 1 plus 1. Donc la classe de petit i, c'est moins 1 plus 1 fois petit i. Donc plus ou moins i. Et donc ces éléments-là, ils ont tous pour carré 1. Enfin, ils ont tous pour carré z, si vous voulez. C'est-à-dire ils ont tous pour carré la classe de 1. Parce que z, c'est la classe de 1. Ensuite, la classe de i, c'est grand I. La classe de j, je l'ai appelé grand J. Et ainsi de suite. Et donc, comme ils ont tous pour carré 1, tout le monde est d'ordre 2. Enfin, sauf l'identité, qui est d'ordre 1. C'est un groupe de Klein. Alors, il y a 3 petits exos, là. Donc, là, je vous invite à faire pause pour les chercher. Hein. Donc, le groupe d'ordre moitié du groupe, ce groupe d'ordre moitié par rapport au groupe G, il est distingué forcément parce qu'en fait, quand vous faites XH et HX, donc soit x appartenant à G. Pardon, je donne la réponse, oui, donc si vous voulez faire pause, faites-le maintenant. Soit x appartenant à G. Alors, si x appartient à H, eh bien on a xh égale hx égale h, ça c'est par définition d'un sous-groupe. Et si x n'appartient pas à H, s'il n'appartient pas à H, xh, on a vu que c'était une classe distincte, disjointe de H, puisque les classes sont soit disjointes, soit confondues. Celle-ci ne peut pas être confondue avec H, puisqu'on a un élément qui n'est pas dans H. Elle est donc disjointe. Donc, puisqu'elle est disjointe, c'est quoi? Eh bien, c'est le reste. Donc, attention, c'est pas un quotient, là, c'est le reste. C'est le complémentaire de H dans G. Puisque vous n'avez que deux classes, vous voyez, puisque H, son ordre, c'est la moitié de celui de G. Donc, vous n'avez que deux classes. Vous avez H et le complémentaire de H. De ce fait, x fois h, dans ce cas, c'est le complémentaire de h. Mais il en est de même pour h fois x. Voilà. Donc les classes à gauche sont égales aux classes à droite. Hein, donc par exemple, vous avez ça, quand vous prenez encore une fois, dans le groupe des permutations, quand vous prenez le groupe alterné, vous savez qu'il contient la moitié des éléments. Ça suffit à prouver qu'il est distingué. Bon. Ensuite, le quotient de G par
le groupe dérivé est toujours abélien. Donc tout à l'heure on a trouvé des exemples triviaux, hein, comme z sur 2z au carré qui est abélien, mais en tout cas le quotient de g par le groupe dérivé est toujours abélien. Donc intuitivement, bon c'est logique parce que bon ben le groupe D, si vous voulez, dans un groupe abélien, le groupe dérivé il est réduit à E. Donc le groupe D, plus il est gros, moins c'est commutatif, grosso modo, quoi, intuitivement. Et donc là, vous supprimez ce qui empêche de commuter. C'est l'intuition. Voilà. Alors, montrez que la classe du x est la classe y égale à la classe de x. Alors, regardons classe de x, xy. Classe du xy. Donc, classe du xy, c'est xy fois d. D'accord? Donc, c'est l'ensemble des xy d, virgule d appartenant à d. Ok. Or, eh bien, le commutateur du xy appartient à d, c'est-à-dire que y-1, x-1, yx appartient à d. Ça, c'est un commutateur. Voilà. D'où, eh ben, si je fais xy fois ce d-là, eh ben, ça va être... alors, xy fois ce d-là, ça va être dans cette classe-là. xy, ça appartient, puisque ça, c'est un xy, ça, c'est un d, en fait. Hein. Donc ça, c'est bien dans la xy fois d. Donc c'est bien dans la classe du xy. Voilà. Or, si vous faites ce produit-là, c'est ce qu'on a dit sur les commutateurs, hein, et bien les y s'en vont, les x s'en vont, ça fait yx. Et donc yx appartient à la classe du xy. Ce qui signifie que quoi? Ben, ce qui signifie que la classe de xyx eh bien, est incluse dans la classe du xy. Puisque la classe de yx, la classe d'yx, c'est l'ensemble des y fois x fois petit d. Mais comme y fois x, c'est un x fois y fois un petit d 1, et bien la classe de yx, c'est l'ensemble des petits x fois petit y fois d1 fois d. Bon, voilà. Donc, puisque deux classes ont même cardinal, hein, et puisque aussi finalement, tout ce qu'on vient de faire, c'est symétrique en x et y, je dis ça parce que bon, si g n'est pas fini, je ne peux pas parler de cardinal, donc en tout cas c'est symétrique en x et y, donc la classe du xy égale la classe de yx. Donc, si je reviens à ce que j'ai dit sur ma fameuse équation, je vous la remonte quand même, je ne peux pas résister au plaisir de vous remontrer cette équation qui paraît tellement débile en fait, et évidente, mais qui repose sur tellement de choses, vous l'avez vu, hein. Donc d'après cette fameuse équation-là, donc d'après ça, on vient de montrer que la classe de x fois, c'est pas évident en fait, hein, tout ça, et fois la classe de y, c'est égal à la classe de y fois la classe de x, et ça c'est CQFD. Voilà, parce que en fait, on vient de prouver que c'est G sur DG est commutatif, ce que j'avais montré. Bon. Alors si vous avez un petit exo, vous pouvez le chercher, hein. Bon, ça définit une loi de... Donc ça, je l'ai pris sur un... Celui-là, donc ces deux sont très classiques, très très classiques. Voilà, celui-là, je l'ai trouvé en farfouillant un peu. Et donc, la loi est-elle commutative? Montrer que c'est un groupe, bon, c'est assez facile. Et montrer que c'est un sous-groupe distingué, déterminé G sur H. Bon, éventuellement, je mettrai la réponse dans le PDF. Donc, puisque tout ce que vous venez de voir à l'écran, donc c'est en PDF, dans le commentaire. Si vous n'avez pas le lien, vous me le dites. Voilà, j'espère que je vous ai éclairci un peu, que j'ai été clair et que j'ai pas fait d'erreur sur les sous-groupes distingués.